Parfois, des gens disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Au cœur de Yellowstone, entre sources chaudes, rivières glacées et sentiers isolés, il se passe des choses qui défient toute logique. Des poètes se dissolvent dans l'eau bouillante, des touristes expérimentés abandonnent leurs armes sur la rive et s'engagent sans raison dans un torrent glacé, et des jeunes tombent dans les rivières et disparaissent sans laisser de traces. Dans ce numéro, nous avons rassemblé 4 histoires vraies dans lesquelles la nature, ou quelque chose au-delà, semble en savoir plus que nous. Au cours de l'été 2022, Yellowstone a de nouveau été le théâtre de l'une des histoires les plus sombres et les plus inexplicables de son histoire moderne. Le 16 août, dans la zone géothermique d'Abyss Pool, à West Terrace Basin, un fragment humain a été découvert. Un pied dans une chaussure, flottant à la surface d'une eau trouble et surchauffée. Un garde forestier qui effectuait une inspection de routine dans la zone a remarqué un objet inhabituel parmi les nuages de vapeur. Ce fut le début d'une enquête étrange et encore inexpliquée. Quelques jours plus tard, grâce à une analyse ADN, il a été établi que les restes appartenaient à Il Hunro, un homme de 70 ans originaire de Los Angeles, en Californie. Son nom n'apparaissait nulle part dans les listes des personnes disparues dans le comté, et seule une vérification dans la base de données d'immatriculation des véhicules a permis aux enquêteurs de retrouver une voiture garée dans une zone isolée, une Kia Niro grise. Elle était garée près d'une sortie de service où les touristes ne s'aventurent généralement pas. Il n'y avait ni tente ni trace d'activité récente à proximité. La voiture était verrouillée, mais les clés se trouvaient sous le tapis. À l'intérieur, des affaires soigneusement rangées, de l'eau, de la nourriture, un ordinateur portable, un portefeuille contenant $400 en espèces et un mince cahier rempli de vers poétiques qui, comme l'a découvert plus tard la famille, avait été écrit par Roe lui-même. Les notes étaient en anglais et en coréen, et, selon les experts, certains poèmes avaient un caractère inquiétant, contemplatif et d'adieu. Il s'est avéré par la suite que Roe était arrivé à Yellowstone le 30 juillet. Il avait un laissez-passer d'1 semaine, mais aucune trace d'enregistrement officiel dans un hôtel ou un camping n'a été trouvée. Il a été vu pour la dernière fois par des caméras de surveillance à l'entrée de West Yellowstone tôt le matin du 31 juillet. À partir de ce moment, aucune transaction, aucun appel, aucune activité numérique n'ont été enregistrées. Le corps n'a pas été retrouvé. À part une empreinte de basket-ball, des fragments de graisse brûlée qui ont refait surface plus tard, aucune autre partie du corps n'a pu être retrouvée, même si l'Abyss Pool est un site géothermique où la température et la composition de l'eau sont régulièrement mesurées. La température de l'eau dans l'Abyss Pool varie entre 60 et 75 degrés Celsius. Cela suffit pour détruire les tissus mous du corps au fil du temps, mais comme le soulignent les géologues, la disparition complète des os en si peu de temps reste extrêmement improbable. Le docteur Manny Lewis, spécialiste des phénomènes géothermiques, a exprimé son étonnement. Même si le corps était resté dans la source pendant plusieurs heures, il aurait dû rester au moins des fragments. Des os, des cheveux, des dents. Mais ici, il n'y a rien. On a l'impression que la personne a tout simplement disparu, dissoute, comme de la vapeur, et ce n'est que le début d'une liste de bizarreries. Bien que l'incident se soit produit pendant l'un des mois les plus touristiques de l'année, aucun témoin n'a signalé de cris, de remous ou de signes d'incident près de la source, et ce, alors que le bassin est situé dans un endroit ouvert et généralement entouré de visiteurs.
L'état de la voiture de Roe s'est avéré tout aussi étrange. La voiture a été retrouvée à plus de 2 km de l'Abyss Pool, dans une zone isolée où aucun sentier touristique ne mène. Une végétation dense, un relief accidenté, tout cela rend le trajet extrêmement difficile, surtout pour une personne âgée sans équipement spécial. Comment est-il arrivé là et pourquoi a-t-il garé sa voiture si loin des itinéraires officiels? De plus, l'intérieur de la voiture était en parfait état. Aucune trace de précipitation, aucun objet éparpillé, aucun désordre, contrairement à ce que l'on observe généralement dans les cas de disparition. Même le bouchon de la bouteille d'eau était soigneusement revissé. Il semblait qu'il n'avait pas l'intention de partir, du moins pas pour toujours. Enfin, les conditions météorologiques de la nuit précédant sa mort présumée n'ont fait qu'ajouter à l'inquiétude. 2 gardes forestiers travaillant dans la région de West Thumb Geyser Basin ont signalé un brouillard épais et anormal qui formait littéralement un mur au-dessus du sol. Cette nuit-là, le silence était inhabituel, à tel point que, selon l'un des gardes forestiers, même les oiseaux s'étaient têtus. Il a ajouté « Nous nous sommes sentis mal à l'aise. Nous n'y sommes pas allés. » Le détail le plus inquiétant est la dernière note dans le carnet de poèmes de Roe. La dernière page avait été déchirée et considérée comme perdue pendant longtemps. Elle a été retrouvée par hasard quelques jours plus tard, carbonisée, à moitié enfouie dans le sable, à environ 400 mètres de la source chaude. Elle ne contenait qu'une seule phrase « Je suis venu chercher le silence, mais ici, quelque chose est plus fort que mes pensées. » Ce que Roe voulait dire exactement est resté un mystère. L'enquête a officiellement conclu à un accident tragique. Chute dans une source thermale, corps détruit par la température et l'acidité. Cependant, cette conclusion ne satisfait pas de nombreux experts, ni la famille du défunt. Certains chercheurs indépendants pensent que Roe aurait pu être victime d'un trouble mental rare, connu sous le nom de syndrome du touriste, qui pousse une personne à ressentir un besoin irrésistible de se fondre dans la nature. D'autres soulignent une coïncidence inhabituelle. Au cours des 25 dernières années, c'est déjà le 3e cas de décès dans les bassins de West Terrace, et à chaque fois, en l'absence totale de témoins. Les employés de Yellowstone appellent à la prudence et soulignent que les zones géothermiques ne sont pas seulement des merveilles naturelles, mais aussi des zones à haut risque. Cependant, des questions subsistent. Qu'est-ce qui a poussé un poète septuagénaire de Los Angeles à se rendre seul dans l'une des zones les plus dangereuses du parc? Que s'est-il passé entre 6h15 et 8h le 31 juillet, lorsque Roe a été vu pour la dernière fois par les caméras avant de disparaître? Cette affaire n'a jamais été élucidée. Aucun reste n'a été retrouvé. Aucun mobile n'a été établi. La chaîne logique a été brisée. Il ne reste de Roe que ses chaussures, quelques photos, des poèmes et une source chaude et bouillonnante. À l'aube du 16 juin 2018, dans la petite ville de Reeve Point, dans l'État du Montana, Brandon Fitch, âgé de 20 ans, a disparu dans des circonstances étranges et non élucidées. Il a été vu pour la dernière fois sur le pont qui enjambe la rivière Yellowstone, un lieu de rencontre populaire mais non officiel pour les jeunes de la région. Selon ses amis, tout s'est passé en quelques secondes. Brandon aurait trébuché, perdu l'équilibre et serait tombé à l'eau. Le courant était particulièrement fort ces jours-là en raison des pluies abondantes et en quelques secondes, le jeune homme a disparu sous l'eau. L'un des témoins a immédiatement composé le 911 et une demi-heure plus tard, les services de secours sont arrivés sur place. Des patrouilles nautiques, des bateaux équipés de sonars,
Des drones, des bénévoles et des chiens ont été mobilisés. Mais malgré la rapidité de l'intervention et le travail coordonné, aucune trace de Brandon n'a été trouvée. Ni vêtements, ni corps, ni indices sur la rive. Même son téléphone, sa montre et sa boucle métallique, qui auraient pas dû flotter ou s'accrocher aux branches, avaient également disparu sans laisser de traces. Le courant était vraiment dangereux ce jour-là. Les crues de printanière avaient fait monter le niveau de l'eau de près d'1 mètre au-dessus de la normale, et le courant s'échappait littéralement des berges, emportant avec lui des rondins, des débris et des pierres. La version officielle était la suivante: accident, noyade, corps emportés par le courant. Mais plus l'enquête avançait, plus les questions se multipliaient. Plusieurs détails ne cadraient pas avec le scénario standard, le lieu de la chute. Les amis ont affirmé que Brandon s'était simplement approché du bord du pont et était tombé soudainement. Mais selon l'évaluation des sauveteurs, les garde-corps étaient suffisamment hauts pour qu'une chute accidentelle sans effort semble peu probable. Aucun bruit ni cri. L'un des témoins a déclaré qu'il n'avait pas entendu Brandon crier, se débattre ou appeler à l'aide. Il y a eu juste un bruit sourd, comme si un corps était tombé dans l'eau, puis le silence. Cette nuit-là, plusieurs personnes ont filmé des stories et pris des photos pour les réseaux sociaux. Sur les dernières images, on voit Brandon debout près de la balustrade, en train de parler et de rire. La vidéo suivante a été tournée après sa disparition, dans un climat de panique et de cris. Il s'est écoulé moins d'1 minute. Tous les objets qu'il pouvait avoir sur lui, sa ceinture, ses chaussures, sa boucle, ses chaussettes imperméables, auraient dû refaire surface, au moins en partie. Mais rien n'a été trouvé. Cela était particulièrement étrange compte tenu des recherches intensives, menées avec des sonars et des filets au cours des premières heures. Un chien pisteur, amené sur le rivage le 3e jour, a trouvé une trace, sur le pont. Elle a longé la balustrade, s'est arrêtée à l'endroit où Brandon serait tombé, puis s'est dirigée vers la forêt, dans la direction opposée au courant. La piste s'est interrompue 300 mètres plus loin, dans un ravin sec et moussu. Malgré tous les efforts déployés, les recherches ont été suspendues au bout de 2 semaines. Le corps n'a jamais refait surface. Les parents ont été informés que Brandon était officiellement considéré comme noyé, son corps étant probablement coincé sous les débris ou emporté à des dizaines de kilomètres en aval. Mais la mère de Brandon, Caroline, ne croit toujours pas à la thèse de l'accident. « Il aimait nager, il connaissait cette rivière », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à un journal local. « Il ne pouvait pas disparaître comme ça, comme s'il n'avait jamais existé. Il s'est passé quelque chose. Nous ne le saurons jamais, mais quelqu'un connaît la vérité. » Son père, Gerald Fitch, a souligné que son fils était de bonne humeur, qu'il ne s'était disputé avec personne et qu'il n'était pas bouleversé. Selon ses amis, il n'avait pas de drogue sur lui et n'avait pas bu d'alcool. Aucun test n'a été effectué, mais les témoins n'ont pas vu de bouteille ni remarqué de comportement suspect. Brandon était reconnaissable à plusieurs tatouages importants. Les initiales KV sur le poignet, un grand hibou sur l'épaule et une citation biblique I can do all things through him who gives me strength 4.13 sur l'avant-bras gauche. C'est précisément grâce à ces signes distinctifs que ses parents espéraient désormais que son corps serait facilement identifiable s'il refaisait surface. Mais le temps passait et le corps n'était toujours pas retrouvé, ni à Yellowstone, ni dans les lacs en aval, ni dans la zone du barrage, où, en théorie, le corps aurait pu rester coincé. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les habitants de Reef Point. Certains affirmaient que Brandon avait pu être impliqué dans une affaire louche et que sa chute du pont était le résultat d'une bagarre. Mais ses amis, qui étaient présents, ont tous déclaré qu'il n'y avait rien eu de tel.
Ils étaient là à quatre. La soirée s'était déroulée tranquillement. Tout le monde s'amusait. D'autres ont supposé que Brandon avait pu sauter de lui-même. Mais ses proches insistent, rien dans son comportement, ses conversations ou ses messages au cours des dernières semaines n'indiquait un état dépressif. D'autres ont souligné une particularité rare, mais connue de la rivière Yellowstone. À certaines périodes de l'année, elle forme des tourbillons sous-marins qui peuvent aspirer un corps et le maintenir longtemps sous l'eau. Cependant, même dans ce cas, le corps finit par remonter à la surface après plusieurs mois. Des années ont passé depuis la disparition de Brandon et toujours rien. Plus de 6 ans se sont écoulés. La famille Yobe de Brandon vit toujours dans la même maison. La chambre de leur fils est restée intacte. Chaque année, le 16 juin, sa mère se rend au bord du fleuve avec un ballon blanc et le lâche dans le ciel, dans l'espoir d'obtenir un jour une réponse. L'affaire a soit été officiellement classée. Le verdict, noyade, corps non retrouvé. Mais l'histoire de Brandon Fitch reste l'une de ces affaires où une explication simple ne semble pas tenir la route face aux faits. Une disparition au milieu d'une claire matinée d'été, sous les yeux de ses amis, dans des conditions difficiles mais pas insurmontables, sans laisser la moindre trace, voilà un cas qui remet en question les limites du normal et du logique. Il existe des endroits où la logique ne fonctionne plus, où des personnes expérimentées commettent des erreurs de débutants et où l'instinct de survie s'évapore comme la brume matinale. La forêt nationale de Custer-Gallatin, dans le Montana, est l'un de ces endroits. En juin 2017, elle a englouti Mike Peterson. Officiellement, sa mort est un accident, mais les faits laissés sur les rives d'un ruisseau glacé racontent une autre histoire. Une histoire qui n'a aucun sens. Mike Peterson n'était pas un touriste occasionnel. Originaire de Bismarck, dans le Dakota du Nord, c'était un randonneur expérimenté qui connaissait bien la région. C'est un détail essentiel qui transforme cette tragédie en mystère. Il connaissait ses sentiers, il en connaissait les dangers. Le 4 juin 2017, il était parti en randonnée en solitaire, emportant avec lui tout le nécessaire pour survivre. Sa petite amie, Bonnie Sanger, se souvient de lui comme d'un homme qui a perdu la vie dans un accident de randonnée, mais ce qui s'est réellement passé dépasse le simple accident. Il s'est enfoncé dans la région sauvage de Lee Metcalf en empruntant le sentier West Fork Beaver Creek Niro 222. Ce n'est pas un sentier de randonnée, c'est un chemin alpin difficile, connu pour ses dangers, des passages étroits sur des rochers instables et, surtout, de nombreux gués qui, au début de l'été, se transforment en torrents glacés et tumultueux. Cette année-là, l'enneigement était important et la fonte des neiges rendait les torrents particulièrement dangereux. Peterson, qui était expérimenté, le savait. Il était prêt à affronter les difficultés, mais il n'était pas préparé à ce qui l'attendait. Lorsque Peterson ne revint pas, le bureau du shérif du comté de Gallatin lança des recherches à grande échelle. 2 jours plus tard, le matin du 6 juin, son corps fut retrouvé dans l'eau glacée, à environ 1 demi-kilomètre au sud du confluent des ruisseaux Beaver Creek et West Fork Creek. Le verdict officiel du coroner fut simple, noyade accidentelle, affaire classée. Mais la docene découverte par les sauveteurs criait que les choses n'étaient même pas aussi simples. Sur la rive du ruisseau, près de l'endroit où il était entré dans l'eau, se trouvaient ses affaires. Il avait retiré son sac à dos et son gilet. Mais ce n'était pas le plus étrange. À côté du sac à dos se trouvait de ses principaux moyens de défense dans le pays des Grizzlies. Une bombe lacrymogène et son arme à feu personnelle. Cette action est dépourvue de toute logique. Pourquoi un homme expérimenté, sachant qu'il se trouvait sur le territoire des ours,
aurait-il volontairement déposé ses armes? S'il avait l'intention de traverser un ruisseau dangereux, pourquoi aurait-il laissé tout son équipement sur la rive? Sans lui, il aurait gelé de l'autre côté, même s'il avait réussi à traverser. S'il était tombé accidentellement, pourquoi ses affaires avaient-elles été soigneusement retirées et mises de côté? C'est l'anomalie centrale et inexplicable de cette affaire. Cela ne ressemble pas à de la panique. Cela ne ressemble pas à un accident. Cela ressemble à une décision mûrement réfléchie, mais totalement irrationnelle. Comme si, dans les dernières minutes de sa vie, Mike Peterson avait obéi à une autre logique qui lui était étrangère. L'hypothèse de l'hypothermie provoquant une confusion mentale pourrait expliquer pourquoi il a retiré son gilet, un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal. Mais elle n'explique pas pourquoi il a rangé son arme de manière si méthodique. Cette action nécessite une lucidité mentale que n'a tout simplement pas une personne en hypothermie. Pour comprendre l'ampleur de cette étrangeté, il faut considérer le tableau d'ensemble. Le grand écosystème de Yellowstone est un cluster bien connu de disparitions inexpliquées, un phénomène étudié dans le cadre du Missing 400 WEMS. Le cas de Peterson n'était pas unique à cette époque. À peine un jour après sa disparition, le 7 juin, un autre touriste, Jeff Murphy, 53 ans, originaire de l'Illinois, a disparu dans la même région. Son corps a été retrouvé le 9 juin. Il avait fait une chute de 150 mètres. 2 touristes expérimentés ont perdu la vie dans le même écosystème en l'espace d'une semaine. Il s'est avéré par la suite que Murphy était à la recherche du trésor de Fenn, un trésor caché dans les montagnes rocheuses, qui avait attiré dans la région de nombreuses personnes, obsédées par cette idée risquée. Rien n'indique que Peterson cherchait également le trésor, mais cela ajoute une touche de grande étrangeté aux événements de l'époque. Dans les bois, des gens étaient animés par des objectifs inhabituels, presque insensés. L'affaire Mike Peterson n'est pas l'histoire d'un homme qui s'est noyé. C'est l'histoire de pourquoi il l'a fait. Pourquoi a-t-il renoncé à son expérience, à son équipement et à son instinct de survie? Pourquoi un randonneur expérimenté s'est-il volontairement désarmé au cœur du pays des Grizzlies? Quel était son plan s'il avait laissé tout son équipement sur la rive? Était-ce le résultat d'une crise mentale soudaine et inexplicable? Ou a-t-il été confronté à quelque chose sur la rive qui l'a poussé à agir contre toute logique? Le rapport officiel est clos. Mais pour ceux qui s'intéressent aux faits, l'histoire est loin d'être terminée. Elle reste une plaie ouverte, un ensemble de données incompatibles. La nature sauvage a pris la vie de Mike Peterson, mais elle a également emporté avec elle les réponses, ne laissant derrière elle qu'un silence glaçant et une vérité simple et troublante. Parfois, dans des endroits sauvages, les gens font des choses comme issues qui défient dans toute explication. Le 8 août 2021, une journée d'été comme les autres dans l'État du Montana a tourné au drame. Randall Scott Crawford, un habitant de Park City, âgé de 42 ans, est parti avec des amis faire du rafting sur la rivière Yellowstone. Personne n'aurait pu imaginer qu'une simple tentative pour stabiliser le radeau sur l'eau allait lui coûter la vie. L'accident s'est produit près du site de pêche de Bratton, un endroit très prisé des touristes et des pêcheurs locaux. Selon le rapport d'incident, Randall essayait de maintenir le radeau près de la rive lorsqu'il a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau. Il n'était pas attaché au radeau et ne portait pas de gilet de sauvetage, ce qui a joué un rôle déterminant. Le courant fort a immédiatement emporté l'homme et l'a entraîné en aval. Des témoins ont immédiatement alerté les services de secours, mais les chances de le sauver rapidement étaient minces. Au moment de l'accident,
Le courant était particulièrement fort dans le Yellowstone et l'eau était trouble en raison des pluies de récentes. Cela a considérablement compliqué le travail des équipes de recherche. Les services du shérif des comtés de Sweetgrass, Gallatin, Stillwater et Yellowstone se sont rapidement rendus sur les lieux. Des hélicoptères, des drones, des bateaux et des bénévoles, dont des amis et des membres de la famille de Randall, ont également participé à l'opération. Le shérif du comté de Sweetgrass a souligné que les conditions météorologiques, en particulier les vents violents et la mauvaise visibilité aérienne, ont empêché l'utilisation optimale des moyens aériens. La zone de recherche s'étendait sur près de 10 km en aval de Bratton à la localité de Reed Point. La rivière est sinueuse dans cette région, avec de nombreux îlots, des arbres submergés et des débris, ce qui crée de nombreux endroits isolés où un corps peut rester coincé ou passer inaperçu. Les premiers jours n'ont donné aucun résultat. La famille Crawford est de rester sur place, observant les opérations de sauvetage et participant aux recherches. Chaque soirée se terminait par un espoir désespéré. Peut-être qu'il s'accroche encore quelque part, agrippé à un morceau de bois, attendant. Malheureusement, 5 jours plus tard, le 13 août 2021, le corps de Randall Crawford a été retrouvé près du campement Indian Fort, à environ 6 km en aval de l'endroit où il avait disparu. Les sauveteurs du comté de Yellowstone ont confirmé l'identité de la victime. La mort de Crawford a été reconnue comme un accident dû à l'absence d'équipement de sauvetage et au courant rapide. Il est devenu une nouvelle victime de la rivière Yellowstone, aussi traîtresse que trompeusement belle. Les amis de Randall se souviennent de lui comme d'une personne attentionnée, énergique et très gentille. Il passait beaucoup de temps dans la nature, aimait la rivière et en connaissait les particularités. Mais ce jour-là, une simple erreur. L'absence de gilet de sauvetage et la tentative de contrôler le radeau à la main lui a été fatale. Après l'accident, les autorités locales ont une nouvelle fois rappelé l'importance d'utiliser des équipements de sauvetage individuels lors de toute activité nautique. Même les personnes expérimentées et familiarisées avec les conditions ne sont pas à l'abri de l'imprévisibilité de la rivière. Selon les sauveteurs, dans les 30 premières secondes suivant la chute, le corps de Randall aurait pu être entraîné sous l'eau et projeté à des dizaines de mètres du rivage. La famille de l'homme a remercié tous les services et les bénévoles qui ont participé aux leurs recherches et a exprimé l'espoir que la tragédie de Randall servira de rappel à d'autres sur l'importance de la prudence, de la préparation et du respect des éléments naturels. La nature ne tue pas toujours. Parfois, elle emporte simplement, sans laisser de traces, sans explication. Et plus nous essayons de comprendre ces disparitions, plus une chose devient claire. Certaines de nos questions sont mieux laissées sans réponse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Écrivez-nous dans les commentaires, lequel de ces cas vous a semblé le plus inexplicable. À bientôt dans la prochaine vidéo. Soyez prudents, surtout là où le silence semble trop profond.